Bonjour à tous et bienvenue dans Voyons voir. Dans ce numéro, direction la Haute-Savoie. C'est entre le lac Léman et le massif du Mont-Blanc que la station de Morillon offre le 4e domaine skiable de France. Mais aujourd'hui, c'est la proposition d'une expérience insolite à la montagne qui nous a attirés. Nous avons rendez-vous à Sixte Fer à Cheval avec Gilles Leroy, guide expert en canyonisme, et Bruno Vigier-Lafosse, instructeur de survie. Après une halte à la cascade du Rouget, il faudra marcher une vingtaine de minutes pour rejoindre notre bivouac improvisé. Bonjour Gilles. Bonjour Sandrine, bienvenue dans les montagnes du Gifre. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à notre demande. On avait envie de vivre la montagne insolite avec toi, car tu proposes des stages de survie, du canyoning hivernal, pas mal d'activités qui ont du sens dans l'activité, aussi du sens, on va le voir, pour l'environnement qui est autour de nous. Alors un premier point, on a marché un petit peu et on est arrivé dans un camp de survie. Concrètement, quel est le principe de cette activité ? Alors le but du survivalisme, c'est justement de se préparer à des situations qui pourraient être dangereuses pour nous, pour notre famille et pour nos enfants. Et donc dans ce cas-là, on va se retrouver dans des situations où on va sortir de notre zone de confort et où il va falloir justement essayer de se dépasser. Et pour ça, ce n'est pas uniquement ce qu'on pense d'habitude, c'est-à-dire avoir de l'eau et de la nourriture, mais c'est d'abord la première chose, donc c'est ce qu'on appelle les règles de 3. La première chose, c'est d'abord de sortir de cet élément-là et de faire attention de rester concentré. Voilà. Et ensuite, on a des priorités qui arrivent par la suite. Alors, ce sont des stages que tu proposes, demi-journée, 2 jours, 1 semaine. Concrètement, quels sont les enjeux d'une telle expérience à tes côtés? Qu'est-ce que tu as envie de faire émerger auprès des gens qui viennent te voir? C'est pas un amusement seulement, les familles peuvent venir, mais il y a beaucoup de sens derrière tout ça. Tout à fait. En fonction du public que j'ai, moi ce que je recherche, c'est que les gens, en dehors du paysage, de l'activité et de l'atelier technique que l'on met en place, c'est surtout qu'ils prennent conscience que l'on est dans un environnement, que l'on est dans la nature et que l'on peut justement faire plein de choses dans ce milieu-là et arriver à s'auto-suffire. Alors, on est dans un stage de survie. Il faut garder son calme, je crois que c'est la première règle. Mais ensuite, concrètement, quelles sont les activités que tu proposes au grand public ? Les activités incontournables, donc ça va tourner à faire un feu et alimenter un feu, parce qu'effectivement, quand on s'arrête dans un endroit, si peu qu'on soit blessé, ou même sans être blessé, on va forcément avoir froid. Là, on est dans un cadre de survie hivernale, qui plus est, donc forcément, notre corps prend de l'énergie pour se chauffer. Donc ça va être faire un feu, ensuite faire un abri, et ensuite, on va essayer de trouver de l'eau et de la nourriture. Donc, en faisant notamment des pièges, on peut faire des pièges pour attraper des animaux. Et après, tout ça, on va le mixer dans des situations en mettant des gens comme s'ils étaient perdus dans la forêt, comme s'ils étaient lors d'un accident dans un ravin où ils n'ont pas de réseau téléphonique. Et on va rajouter de l'orientation, du secourisme, voire plus tard, pour ceux qui prennent des stages justement de 3-4 jours, carrément des techniques de guerre pour se sortir d'un milieu agressif et on va dire un milieu offensif avec un agresseur qui voudrait tout simplement nous tuer, quoi. Où sont les challenges ? Ils sont physiques ou ils sont psychologiques ? Les deux, alors je dirais les deux, mais le plus est carrément psychologique. Pourquoi c'est important aux gens de le faire ? Là, je parle peut-être des pratiquants de montagne qui font du hors-piste, qui partent en rando comme ça et qui perdent peut-être un peu leur bon sens. Quel message on peut faire passer ? Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point on bascule rapidement dans la tragédie. Et en quelques secondes, on se retrouve dans des situations où on est blessé, où on est dans des endroits complètement isolés. Et si on n'a pas un minimum d'autonomie, là, ça devient carrément de la survie. Donc c'est la différence entre le survivalisme, où on est préparé, où on a anticipé, notamment sur les gestes de premier secours, et la survie, où vous êtes livré et qui plus est, le stress va se rajouter. Et là, vous êtes carrément perdu, quoi. Qu'est-ce qui fait que vous êtes professionnel à l'année? On peut vous appeler n'importe quand en urgence pour secourir des personnes en milieu périlleux. Mais également de se dire, tiens, j'aimerais quand même partager cette info avec du grand public. Pourquoi faire ce geste-là? Alors, c'est vraiment important de partager parce que je m'aperçois qu'il y a énormément d'interventions dans lesquelles je suis en tant que secouriste qui pourraient être évitées ou réduites parce que les gens ne sont pas formés et n'ont pas connaissance du danger. Et on s'aperçoit que les retours d'expérience que l'on a derrière, il faut le dire comme ça, malheureusement, c'est tout le temps les mêmes erreurs. Et à chaque accident correspond une erreur humaine. Et le but, c'est justement d'informer au maximum le public pour qu'ils arrivent à avoir les gestes, les bons gestes et les gestes efficaces. Eh ben, je suis là pour ça. On va aller apprendre ces techniques de survivalisme. On fera une petite pause et puis ensuite canyoning hivernal, mais ça, c'est une autre aventure. Tout à fait. Merci Gilles. Merci.
Gilles, pourquoi est-ce qu'il faut faire un feu dès qu'on peut en fait ? Donc le feu, c'est la base du survivalisme parce que ça va nous permettre de nous réchauffer, de reprendre un peu des forces. Et dans un rayon de 1 à 2 mètres, eh bien, on chauffe tout l'air qui est autour. Donc c'est pour ça que c'est utile également au bivouac de faire un réflecteur pour que le maximum de chaleur nous arrive dessus. Si on ne peut pas le faire, il vaut mieux marcher doucement. Mais on descend, c'est pour ça que aller le faire ailleurs. Voilà, c'est pour ça que l'orientation c'est important. Et du coup, on s'extrait de la zone où on est. Il faut vraiment s'extraire et sortir. Faire l'expérience du survivalisme, c'est vivre la nature comme vous ne l'avez jamais vécue. C'est aussi développer son instinct de survie et son bon sens, deux qualités essentielles en cas de danger. Le temps de rejoindre le canyon et de s'équiper, profitons d'une pause douceur dans les hauteurs. Un froid saisissant. Il fige le visage et brûle la peau. Une problématique que Raphaël connaît par cœur. De 12 à 25 ans, qu'il neige ou qu'il vente, la championne passe des heures sur les pistes de ski. Une médaille d'argent au JO de Calgary en 1988, une cinquantaine de podiums en Coupe du Monde et un circuit qu'elle remporte en 1989 avec toujours une même recette. Mais ce bouquin, je l'emmenais à toutes mes courses. Je me faisais mon élixir du suédois. C'était mon élixir anti-grippe. Les contrôles antidopage inopinés lui imposent en effet une médication à base d'huile essentielle et de produits naturels. Je me faisais mes huiles, mon huile de massage, je me faisais mon élixir du suédois, mon vaccin anti-grippe. C'est vrai que j'ai toujours été très cuisine, très à essayer de faire mes petites choses, mon argile. Alors j'ai 3 vis dans les genoux, donc je me mettais beaucoup d'argile sur les genoux. Je crois que c'est aussi grâce à mon arrière-grand-oncle qui était Théodore Monod, un grand pionnier de l'écologie, des livres dont je me suis inspirée. Après sa carrière de sportive, Raphaël embrasse naturellement celle de la cosmétique bio. Une dizaine d'années d'ateliers de cosmétiques maison et depuis 2 ans, une nouvelle aventure professionnelle. Des cosmétiques bio, haut de gamme, 100% naturels. Elle s'appuie alors sur son expérience. La peau est très frileuse du froid. C'est vrai qu'on est terne, on a mauvaise mine, tout simplement parce que les vaisseaux vont se contracter pour avoir moins de surface à refroidir. Donc ce que j'ai remarqué dans les cultures ancestrales suédoises, scandinaves, c'est qu'elles s'enduisaient de sérum d'huile végétale et pas d'eau. Parce qu'effectivement, l'eau, on sait ce que ça fait au froid, on va se geler le visage. Donc une crème conventionnelle va sensibiliser notre peau parce qu'il va être mouillé. La peau a cette fonction de barrière protectrice naturelle. Donc effectivement, il faut l'aider à ne pas se déshydrater. Voilà, donc ça c'est un conseil. Moi j'ai une petite formule que je peux vous montrer. Je me prépare une huile de chanvre qui est régulatrice, avec un mélange avec de l'huile de macadamia qui va être anti-inflammatoire et l'huile d'avocat qui est protectrice tout simplement et de la vitamine E. Et là moi j'ai mon sérum pour l'hiver. La créatrice poursuit son aventure au contact de ses clients comme ici au marché des créateurs à Annecy juste avant les fêtes. Raphaël poursuit aussi ses ateliers de fabrication de cosmétiques maison et continue d'apprendre toujours au contact de la nature. Nous sommes de retour à Morillon. Après avoir fait l'expérience d'un bivouac de survie, place au canyoning hivernal. L'eau est à 2 degrés, mais l'équipement adapté et le guide expérimenté font tout oublier. Gilles, deuxième partie de journée avec toi après une expérience incroyable sur toutes ces notions de survie et d'analyser le décor dans lequel on est. Là, c'est la même chose, un peu plus actif parce qu'on est sur une activité autour du canyon, on l'entend, il est juste à côté de nous. Alors concrètement, le canyoning hivernal, qu'est-ce que ça change par rapport à ce que l'on connaît, nous, l'été, la pratique qu'on en a actuellement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ? Il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de facteurs. Donc il y a notamment le sol qui devient très glissant parce qu'on a du verglas à côté. On a la neige qui nous entoure, donc avec un risque important de ce qui nous entoure. Donc on a du matériel spécifique qu'on amène. On peut amener un piolet. On a aussi le problème de l'hypothermie et de gérer le froid. Donc on a toutes ces problématiques qui se rajoutent beaucoup plus que l'été. Et puis l'environnement qui est souvent plus sombre, on va dire un peu plus glauque que ce que l'on a, qui vont faire en sorte qu'on sort de notre zone de confort et qu'on va justement travailler sur nos propres sensations et ce que le corps peut faire. Donc effectivement, cette activité nous permet aussi de sortir de notre limite et en tout cas, on a de vraies nouvelles sensations par rapport aux passionnés de canyoning. On a encore un nouveau stade, un nouvel univers. Autre univers aussi, celui de la montagne, tout simplement, on l'entend cette eau.
Tu prends le temps en fait de questionner les gens sur cette eau. D'où est-ce qu'elle vient, où est-ce qu'elle va? Quelle est cette partie pédagogique que tu essayes de transmettre aux invités qui viennent faire cette activité? Donc effectivement, outre la partie technique pour passer dans les cascades, vous le voyez derrière moi, il y a énormément de stalactites, donc il y a de la glace, il y a de la neige, donc de l'eau qui est solide, et on a l'eau liquide, donc on a ces trois éléments, et je fais réfléchir les gens pour les faire prendre conscience que l'eau c'est une ressource naturelle sur la planète, et de savoir où est-ce qu'elle est stockée, et comment on la gère, comment on l'utilise après. Donc il y a toute une pédagogie environnementale par rapport à des impacts que l'on a actuellement, comme des changements climatiques, des choses comme ça. Donc j'essaye de faire réagir les gens par rapport à cette notion-là, parce que l'eau, tout comme le feu, c'est la vie. Alors toi justement qui connais ces montagnes par cœur, des Pyrénées aux Alpes, que dire de l'eau aujourd'hui en montagne? Est-ce qu'elle disparaît? Est-ce que c'est une fausse idée? Est-ce qu'elle est bien là? Est-ce qu'elle a changé de forme? Quel bilan on peut un petit peu faire en ce début 2019? Alors l'eau, elle est toujours présente. Vous voyez, là, on est au pied des glaciers, donc l'eau, elle coule. Par contre, on va s'apercevoir qu'il y a des disparités entre les endroits, entre les régions. Alors que ce soit en France, bien évidemment, mais il faut le voir également partout dans le monde où on a des endroits où ils n'ont pas du tout d'eau. Donc à nous de se poser la question de savoir comment on l'utilise et comment on va la stocker. Donc au niveau de cette activité, quand est-ce que tu la pratiques et que les gens peuvent venir en profiter? Alors cette activité, c'est avant tout une balade. En dehors du fait que l'environnement est hivernal, c'est quand même quelque chose qui se pratique pour tout un chacun, pour n'importe quel public. Et on commence, pour le canyon hivernal, on commence de début décembre jusqu'à, on va dire, fin mars, début avril. Alors on a le temps d'en profiter. Je sais que tu apportes toute l'expertise en tant que guide et puis tout le matériel parce qu'il faut savoir s'équiper quand on vient ici. Un dernier point, on est à début 2019. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année, Gilles? Je pense beaucoup de transmission et beaucoup de formation, notamment en secourisme et par rapport aux gens, et que les gens viennent me rencontrer et que je leur transmette un maximum d'informations sur l'environnement, mais également sur le secourisme, parce que le secourisme, ça sauve des vies. Donc grâce à toi, on aura une année sereine. Un grand merci pour cette escapade aujourd'hui qui était assez unique pour nous. Et puis très belle année à toi. Merci beaucoup Gilles et merci à Bruno qui nous accompagnait aussi. On était très bien entourés. Si la montagne insolite vous tente, lancez-vous, mais soyez toujours bien accompagnés. Nos professionnels en région sont là pour vous guider. Alors en 2019, prenez des risques, mais pas trop.